Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Aujourd'hui, on va parler d'un PPV de la AEW, donc le pay-per-view de la AEW, Double or Nothing, double ou rien. Même moi, j'étais pas au courant. Enfin, faut dire, il faut savoir, c'est que vu comment j'étais passé à King et Queen of the Ring, j'étais même pas au courant que ça allait jouer quasiment presque le lendemain ou quelque chose comme ça, 2 jours après. Eh ben, j'étais même pas au courant que ça allait avoir lieu et finalement, c'est en regardant les résultats que je me dis, ah bon, j'étais pas au courant, je savais qui jouait, mais j'étais pas au courant que ce serait ce jour-ci qui jouerait. Enfin, quand je dis jouer, ça veut dire qu'ils allaient organiser directement. Euh, voilà, vous avez compris, j'ai pas besoin de me prendre trop la tête. Même si je me rappelle, dans ma review de celle de King et Queen of the Ring, il y aurait des détails auxquels j'aurais pu citer. Par exemple, j'avais dit que par rapport à Dominique Mysterio, certes, il le faisait pas exprès, alors que selon moi, il le faisait exprès. Ouais, faut dire, j'étais un peu ailleurs, j'étais un peu dans la lune, c'était aussi un peu pour ça, et aussi d'un acteur arabien saoudien, enfin un acteur natal de l'Arabie Saoudite qui aurait participé au main event pour, entre autres, éviter que Logan Paul gagnait. Même si j'ai pas le nom de cet acteur, je m'en excuse totalement. Euh, Dans la finale du tournoi des King of the Ring du côté des hommes, j'avais remarqué, et ça j'aurais dû le voir dès que j'ai vu, c'est que certes Gunther a remporté le match, mais de manière très controversée, parce que les épaules de Randy Orton n'étaient pas clouées au sol, dont un qui n'était pas cloué alors que l'autre était cloué. Donc ça j'aurais dû le faire savoir, mais j'étais ailleurs, faut dire que j'étais vraiment ailleurs, et auquel je tenais un petit peu à m'attraper sur ça. Et aussi, peut-être une potentielle trahison de Otis sur Chad Gable. Même si on va dire, ouais, il a pas fait exprès. Non, c'est en l'énervant que faut pas trop le chercher. Donc à tout moment, on peut se dire que l'équipe de l'Alpha Academy peut s'arrêter vite fait. Et qui permet à Chad Gable, qui avait fait un heel turn entre-temps sur Sami Zayn, s'associer avec les Creed Brothers. Un peu, ça, on va dire un peu la version Team Angle Echo Plus ou The Wish si vous préférez. Donc moi ça me brancherait voir les Creed Brothers aux côtés des Chad Gable. Comme ça fait un peu The Team Gable. Moi en tout cas, je suis prêt à parier que ça pourrait être ça. Et, et d'autres. Bref, je crois que j'ai tout dit là-dessus, vu comment j'ai plus d'autres noms en tête. Mais bon. Là n'est pas question WWE qu'on va parler, mais question d'AEW. Donc, je passe directement du Double or Nothing. Et dans ce Double or Nothing, on a eu 2 matchs du pré-show, parce qu'on n'est pas encore du côté de la carte principale. Mais bon. Le premier match du pré-show, c'est Deonna Purrazzo contre Thunder Rosa, dans un match simple. J'ai pas trop suivi tout ce qui est pré-show du Zéro Or, mais tout ce que je peux en dire, il y a eu des échanges entre les deux. Bon, après, c'était, on va dire on va dire une petite rivalité anecdotique. Ouais, parce que je me rappelle d'avoir vu ça tourner, mais je me dis, ok, est-ce que ça vaut la peine de citer trop? Pas tellement. Mais le nom de la vainqueuse, Deonna Purrazzo, qui a réussi à battre Thunder Rosa par tombée. Voilà. Maintenant, le deuxième match du pré-show, et là c'est un match trio, donc un match 3 contre 3. The Acclaim, donc équipe composée de Max Caster, Anthony Bowens, et The Dadias, Billy Gunn, contre les anciens Ambassaï ou Mongol Ambassaï, qui se font directement maintenant appeler A Cage of Agony. Donc équipe composée de Brian Cage, Gate of Agony. Ah oui.
L'équipe, c'était Gate of Agony, mais dans l'équipe Gate of Agony, on a Toa Liona et Bishop Kuhn. Bishop Kuhn. Dans ce match-là, bah, c'est uniquement pour essayer de faire tourner la storyline, soit entre The Bang Bang Gang et The Acclaim, ou qu'ils fassent leur petit bonhomme de chemin. Pourtant, j'avais vu ça passer, mais j'étais en mode, je m'en fous en fait. J'étais en mode comme ça, et que je me dis, peu importe le nom du vainqueur, j'aurais vu ça passer. Et finalement, ce que j'ai vu ça passer, c'est que c'est victoire de The Acclaim. Donc, victoire de Caster, Bowens et Gunn, tout simplement. Donc, voilà tout. Fin des 2 matchs du pré-show. Je passe directement à la carte principale. Et dans la carte principale, on a du lourd. On a du lourd parce qu'on commence direct avec le titre international de la EW entre Will Ospreay contre Roderick Strong, accompagné par les membres de Undisputed Kingdom, donc Matt Tavern et Mike Bennett, et aussi de Wardlow à un premier temps, même si je pense que Wardlow n'était pas encore présent à ce moment-là. Mais Roderick Strong, qui a un peu la dégaine d'un voisin un peu pervers, un peu voyeur, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. C'est juste que son look à Roderick Strong, il a une petite moustache, coiffée un peu de manière, je sais pas comment le détailler, mais de manière, voilà, il se coiffe comme naturellement. Et il porte des lunettes transparentes, lunettes de vue si vous préférez. Et du coup, on dirait un peu un voisin un peu chelou, un peu voyeur, ou un peu le style Ned Flanders dans Les Simpsons, si vous avez la référence. Mais bon. Mais quand il catch plus sérieusement que visuellement quand il fait une promo ou quand il commence à se mettre dans un état embarrassant pour certains, d'autres dans un état très drôle. Mais quand il catch plus sérieusement. Et il nous l'a prouvé la preuve face à Will Ospreay. Et tout a commencé d'abord par un guet-apens, vu comment Will Ospreay était seul contre 3 de ses mâles alpha, auquel il réussit à s'en débarrasser petit à petit, jusqu'à tomber sur Roderick Strong, auquel il lui met la misère. Ça va s'enchaîner des prises comme d'habitude, même pardonnez-moi pour le petit rot, même en enchaînement d'intervention, parce que Wardlow a failli coûter entre guillemets le match à Roderick Strong. Je peux me tromper, je peux dire n'importe quoi, mais j'avais l'impression qu'il a failli lui coûter le match. Mais heureusement que ça s'est pas eu lieu, et heureusement, parce que sinon ça aurait été que de la bullshit. Donc c'est pour ça l'arbitre avait décidé de mettre The Undisputed Kingdom au vestiaire. Donc au vestiaire pour laisser les deux s'entretuer. Et quand il enchaîne Will Ospreay, j'ai l'impression qu'il va blesser quelqu'un. Je sais pas pour vous. Je sais que c'est quelqu'un de pro. Je sais qu'il est beaucoup apprécié par le Wrestling Illustrated Observer, quoi. Notamment par Dave Metzler. Concernant les catcheurs, je n'ai pas, on va dire, leur avis sur ça. Mais à chaque fois quand il enchaîne une prise, j'ai l'impression qu'il va buter quelqu'un. Comme un simple powerbomb qui peut se transformer en pile driver. Mais quand il fait pas de conneries et quand il est concentré sur son objectif, là j'ai rien à dire. Mais là, il a donné le meilleur de lui-même, comme Roderick Strong. Des tentatives de Oscutter, tentatives de Godbuster Running Kick, tentative de colonne vertébrale brisée de la part de Strong. Et quand c'est Will Ospreay, le Oscutter, comme je disais. Aussi de Hayden Blade, que ce soit à l'avant comme de l'arrière. Et qu'à premier temps, il y a Don Callis qui l'en dissuave d'en terminer très rapidement, de le remotiver, le rebooster.
Et que c'est à ce moment-là auquel Will Ospreay il lance son Hidden Blade, mais directement au visage de la part de Ospreay sur Strong. Il enchaîne avec un Tiger Bomb, je pense, suivi de la prise finish Stormbreaker. Et que c'est à ce moment-là auquel il remporte le titre international. Donc, nouveau champion, Will Ospreay. Donc, il célèbre sa victoire avec le public, mais après que Ospreay soit en coulisses et que Strong est évacué en dehors de l'arène suite à les prises auxquelles il en a chié, eh ben, c'est l'heure d'un segment au promo de micro. Et c'est nul autre que le leader de Undisputed Kingdom, qui est, on va dire, miraculeusement guéri de sa blessure à la cheville. Donc je parle bien de Mr. I'm Cold Baby, qui arrive à l'arène, qui commence à faire une promo en taclant les gars de Las Vegas, en disant que quelque part, au fond de nous, on cache un démon plus particulier. Il va enchaîner d'autres monologues de type du genre, en se mettant lui-même en avant. Et au moment où il est prêt encore à célébrer en lâchant son fameux Adam Cole Baby, la lumière s'éteint. Vraiment, elle s'éteint. Dans le Titantron, on voit une image d'un caméraman qui marche dans les couloirs et qui va directement dans, on dirait dans un genre de galerie d'art précieux d'un soi-disant, on va dire, riche millionnaire. Mais sauf que les personnes riches millionnaires, parce que ça a l'air d'être la maison de millionnaires, hein, en regardant à vue d'œil, qui fait des références à des matchs très intenses de la EW, et aussi d'une rivalité, pardonnez-moi, qui a fait beaucoup parler d'elle dans cette industrie, et que à tout moment on voit l'écharpe qui est synonyme à un catcheur auquel on adore détester. Toutes les références, un casino remporté, le titre personnalisé à son effigie, et ensuite 2 photos coupées en 2. On voit la photo de Adam Cole et de Maxwell Jacob Friedman, nommé MJF. Donc oui, mes amis, MJF fait son retour à Double or Nothing sur l'acclamation du public. Et au moment où MJF arrive au ring, il voit le masque du diable qui est par terre, parce que c'est Adam Cole qui l'a laissé par terre, et il voit Adam Cole, tout simplement. Donc les deux se regardent, ils se fixent, et au moment où j'ai pensé que MJF allait directement s'en prendre tout de suite à Adam Cole, eh ben non. Non. Vu comment ça commence par un câlin, l'air de dire dans mes bras, mon frère, je suis content de te voir. Bien sûr, ils vont pas se dire avec la voix que je fais, mais voilà, ils sont contents de se voir, voilà, ils sont maintenant peut-être dans la même longueur d'onde, mais pas tout à fait. Vu comment MJF lui balance un gros coup de pied dans les bijoux de famille de Adam Cole, et que par la suite, il va enchaîner avec un Brainbusters pour mettre KO Adam Cole, et que par la suite, il va prendre le micro, il va faire sa promo, et il dit, attendez, je cite, il prend le micro et il avait donné sa confiance à Adam Cole, celui-ci lui avait trahi, et que maintenant il le pardonnera plus jamais, mais vraiment plus jamais. Et vraiment, mais Adam Cole, attendez, là je suis en train de lire ce qui est écrit sur le site Catch News. Donc il avait vraiment donné sa confiance, et que maintenant il ne le pardonnera plus jamais à Adam Cole pour ce genre d'affront. Et il fait rappeler aux catcheurs et à tout le monde dans l'arène que lui, il n'a pas besoin de se faire un nom autre part qu'à la EW. Il n'a pas besoin d'y aller à la New Japan pour prouver ce qu'il valait réellement dans cette discipline. Et surtout, il balance même le nom, il n'a pas eu besoin d'un certain Vince McMahon
pour être quelqu'un. Il a vraiment pas besoin de ces choses-là. Vu comment il s'est fait un nom tout seul à la l'AEW. Il s'est fait un nom tout seul, il a fait son bonhomme de chemin, et ce qui le motive, c'est vraiment la haine qu'il a en lui. Vu comment il voit le masque du diable, et que un premier temps il se faisait appeler le démon, le diable, on peut appeler tous les synonymes des noms de ce que possède MJF, il... tout ça, on va dire, ne lui apporte peu, et après il va enchaîner des elbows sur le masque, et aussi une petite démarche à la Ric Flair pour un ultime elbow, donc descendre du coude, et qu'ensuite il commence à faire une nouvelle fois sa promo pour reprendre la donne, et que par la suite, il commence à se tourner de dos et à lever une partie de son pantalon. Je crois que c'est au niveau du pantalon droit. Enfin, au niveau du pantalon droit. Non, qu'est-ce que je raconte? On sait que c'est un pantalon, mais c'est au niveau de la jambe droite auquel il va lever une partie de son pantalon jusqu'à la cheville. Et il dit au caméraman, vas-y, zoom. Zoom ce qui est marqué sur ma cuisse. Donc, on voit le tatouage de MJF, bien sûr. On voit le tatouage. Et il est marqué Beat Yourself, qui veut dire parie sur soi. Avec le logo AEW sur un jeton de casino. Donc, il a maintenant l'AEW tatoué sur la peau. Et il termine avec Je ne me casse pas d'ici. Donc, cette réponse-là veut tout dire. Ça veut dire que il ne dégagera pas de AEW. Il a encore tellement de choses à offrir, que ce soit dans la joie ou dans la haine, il en a tellement à offrir pour l'AEW. Donc voilà, tout ce qui est dit de la part de MJF, il ne se cassera plus, enfin il ne cassera pas de AEW, vu comment AEW est maintenant tatoué sur sa cuisse, il est maintenant gravé dans son cœur, il est maintenant gravé dans sa mémoire, et il a laissé son empreinte chez AEW. Donc, on a compris. Il avait signé un nouveau contrat de manière en scred, et ça je l'avais déjà dit. Et du coup, certains étaient déçus. Ils auraient préféré de le voir à la WWE. Mais c'est les choix de MJF, on n'a rien à dire. Mais au moins, quand MJF est là, quand il est de retour aux sources, eh ben, on ne peut voir que du meilleur en lui, vu comment, quand il nous dit droit dans les yeux à tous ceux qui veulent entendre I'm better than you, and you know it, c'est pas pour rien. Donc, je suis meilleur que vous tous, vous le savez bien, ce qui veut tout dire. Ce qui veut tout dire quand MJF nous dit ça. Donc, en tout cas, très content de voir MJF, et aussi, j'adore le détester, même si sa dernière apparition, il était un peu face, un peu pas très naturel. Pourtant, il essaie de jouer le face à maximum, mais pour moi, et j'espère que certains spécialistes seront d'accord, son domaine, c'est être un heel parfait, l'enculé auquel on le méprise à corps et âme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça ce qui me plaît chez MJF. Donc j'aime bien le détester parce qu'il dégage encore plus de hits. Bon après, pas encore plus de hits que... Enfin, peut-être que je me trompe, que Dominic Mysterio ou Logan Paul. Mais après, MJF, il peut surpasser la hit, que ce soit envers Logan Paul et Dominic Mysterio. Donc pour moi, s'il faut dire que c'est un des meilleurs heels auxquels on adore mépriser, je leur ai dit peut-être lui. Et que je mettrais en dessous Dominic Mysterio et en troisième Logan Paul. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je vois de cette manière-là. Bon, je pense que j'ai assez dit sur ce segment. Je passe directement à la suite. Tout d'abord, je coupe un petit peu pour boire et prendre des précautions. Donc à tout de suite. Donc voilà, je poursuis. Mais cette fois-ci, un match pour les 3 titres trio de la l'AEW. Donc c'est un match à 6 encore une fois. The Bullet Club Gold, donc Bang Bang Gang. Jay White, les Guns Brothers
Austin Guns et Colton Gunn, contre The Death Triangle, donc Triangle de la Mort, le Bâtard Pack, Rey Fenix et Pentagon ou Penta El Zero Miedo, accompagné par Alex Abratiz. Alors, cette petite rivalité, cette petite feud, euh, ne date pas, on va dire, de... il- Peut-être qu'il date de 2 semaines, je pense. Mais il date pas au niveau des mois, hein. Il date pas vraiment du tout des mois, hein. Il date vraiment de 2 semaines, tout simplement parce que Bang Bang Gang, donc Jay White et les frères Guns, étaient supérieurs dans la hiérarchie des titres trio. Je pense que c'est le titre d'AEW qui l'ont mis en jeu, ou alors avec titre de Ring of Honor. Euh, je dois peut-être faire erreur, mais je pense que c'est ça. Donc ils mettent les deux titres entre guillemets en jeu, vu comment il est marqué les titres du monde par équipe trio unifié. Match à 6, que vous voulez. Donc ils sont en jeu. Est-ce que c'est Penta? Est-ce que c'est Phoenix? Est-ce que c'est Pac qui peut les battre le Bang Bang Gang? Sous le papier, j'aurais dit oui, mais j'aurais pas dit non pour une victoire logique, vu comment il n'y a pas si longtemps Bang Bang Gang a remporté les titres de Ring of Honor, enfin les titres Ring of Honor, les titres trio que détenait Acclaim. Donc ça fait pas si longtemps, donc je pense que c'est un peu une mauvaise idée de les faire perdre sur le coup. Bon après il s'est tellement passé de choses, tellement de choses. Et si je crois bien, on a eu un retour de Juice Robinson qui fait, on va dire, une distraction, soit en attaquant Alex Abrantes et en distrayant l'arbitre et la plupart des adversaires. Et si je me trompe pas, c'est soit les Guns ou Jay White qui fait leur prise finish. Donc pour Jay White, c'est le Blade Runners. Et pour les Guns, les genres de Shutter Machine inversés à leur façon à eux. Donc peu importe qui fait le pin, de toute façon c'est eux qui remportent le match. Tout ce que je sais. Donc victoire du Bang Bang Gang grâce au retour de Juice Robinson qui revenait d'une blessure, vu comment on l'avait plus vu depuis tellement longtemps, je pense. Des mois et des mois, je pense. Bon, vous avez compris, au moins il est de retour. Allons voir ce que ça ira pour Juice Robinson et pour le Bang Bang Gang. Voilà tout. Maintenant, je passe encore au suivant. Pour le titre féminin du monde de la EW. Donc, excusez-moi, j'allais roter, mais il fallait un moment que ça sorte. The Timeless, Tony Storm, accompagné par Luther et de Maria May, accompagné de deux personnes, tout simplement de elle-même, Tony Storm, avec Maria May et Luther. J'allais dire une bêtise, mais non. Qu'elle affronte Serena Deeb, la professeure Serena Deeb. Vu comment je pense que si cette rivalité est courte, qui date, on va dire, de quelques semaines aussi, vu comment je sais que euh, Serena Deeb, elle qui n'a pas eu une seule opportunité de la EW depuis 2021 ou 2022, je pense, veut avoir sa chance pour le titre du monde féminin. Et du coup, bah, elle a voulu titiller Tony Storm, The Timeless, et que cette dernière accepte en soulignant que c'est une faire-valoir. Et que Serena, je sais pas si vous vous rappelez de Serena, mais en tout cas, je me rappelle l'avoir déjà dit à quelques petites reprises. Serena, c'est celle qui avait été dans la Strategy Society avec Luke Gallows, Joseph Mercury, donc Joey Mercury, et CM Punk. Et qu'avant, elle avait le crâne rasé, et que maintenant, je suis, on va dire, un peu stupéfié, et quelque part, être content que au moins elle catch avec ses cheveux. Parce que je trouve qu'elle est plus parfaite avec des cheveux que chauve. Bon après, c'était pour une gimmick dans la Strategy Society, on comprend très bien. Mais bon. Même si, comme je le dis par rapport à Tony Storm, elle a un peu des mimiques un peu bizarroïdes. On se dit,
Elle est, elle est un peu, elle est un peu ma boule, cette nana là. Ok, elle peut se prendre pour une fan de Tony Storm, fan de Tony Storm, une fan allez, de Marilyn Monroe. Mais là, ça fait un peu Marilyn Monroe à l'extrême, même si encore une fois, c'est un peu Marilyn Monroe Echo plus, mais parfaitement bien, vu comment on va dire, c'est un peu une des sosies de Marilyn Monroe. C'est vrai que je suis pas très fort en détail, hein. Enfin, je connais les détails, mais je suis pas doué en explication, hein. Vous le remarquez, je suis pas trop doué en explication, et ça, vous pouvez me faire rappeler, hein, même si, attention, je veux pas que vous soyez méchant en commentaire, si vous voulez bien. C'est comme si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire. Est-ce que je peux viser les 1000 likes? Pari qui sera pas tenu, malheureusement. Ce sera pas un pari qui sera retenu, c'est plutôt un pari risqué, un peu illusoire. Je sais pas comment vous le décrire. Enfin bref. Peut-être qu'il faut que j'abandonne l'idée, mais dans ce match-là, euh, Serena Dib, elle a donné tout ce qu'elle pouvait, hein. Elle a vraiment donné tout ce qu'elle pouvait, notamment en travaillant les petites faiblesses de Tony Storm. Mais Tony Storm, elle est totalement inarrêtable, parce que vu comment elle sait quand revenir grâce à des distractions, soit de Luther ou de Maria May. Des fois, elle revient, que ce soit sans avoir une goutte de sueur ou avec sueur. Bon, après, elle a tellement tout donné, hein, notamment des grosses atémies qu'elle a reçues, des prises à enchaînement qu'elle en a subies. Mais Serena Deeb en a plus pris cher que Tony Storm. Vu comment je me rappelle du Storm Zero au niveau des cordes, et que par la suite, parce que oui, je passe directement au climax, par la suite, elle enchaîne son ultime euh, Storm Zero, et qu'elle remporte le match. Ce ne sera pas Serena Deeb qui détrônera Tony Storm. D'ailleurs, on ignore qui pourrait la battre. On ignore, mais qu'elle profite bien en tant que reine de champion. Et aussi, soit elle peut vous faire marrer ou vous faire exciter dans un segment auquel on peut avoir un segment un peu coquin. Un peu coquin quand c'est avec Maria May et Tony Storm. Parce que j'ai un peu tout suivi et je me dis, c'est un petit peu gênant pour moi, mais je vais pas dire que c'est dégueulasse sur le ring. Honnêtement, je ne vais pas dire des trucs comme ça. Donc, victoire de Tony Storm, et je repasse encore à la suite. Et cette fois-ci, c'est un match de anciens meilleurs amis. Orange Cassidy contre Trent Beretta. Dans un match simple, bien sûr. Alors, dans le contexte de ce match, parce que oui, c'est vrai, je ne le mets pas tout à fait en contexte de ce que je raconte. Pourtant, j'essaye de le dire, hein, je le dis sans dire un contexte. Mais faut dire, c'est pas évident pour moi à penser d'un coup. Dans le contexte de cette petite rivalité entre Orange Cassidy et Trent Beretta, c'est que après un match à 3 contre 3, les Best Friends avaient remporté les matchs. Enfin, ils avaient remporté un match face à Top Flight, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, tant pis si je me trompe. Eh ben, à la foulée et par surprise, Trent Beretta avait attaqué Chuck Taylor et un peu Orange Cassidy et tourné le dos à sa propre mère. Et que par la suite, il veut que ce soit maintenant à lui que ça lui doit. Quitte à se faire des ennemis comme Chuck Taylor et Orange Cassidy, pourquoi pas. Lui veut, c'est prouver à quel point ce n'est pas, on va dire, un type qui sert à faire gagner ses amis alors que ses amis ne le font pas, on va dire, donner une seconde chance. Et après, on peut dire qu'il peut être jaloux de Orange Cassidy. Vu comment, selon lui, il juge un peu Orange Cassidy d'être à l'origine de cette amitié brisée. Il le reproche un peu d'être tout le temps à lui que ça lui doit. Parce que le type n'a pas conscience dans ce qu'il doit savoir, c'est que c'est un travail d'équipe entre Trent Barretta, Chuck Taylor et Orange Cassidy même. Eh ben, il lui reproche tout ça en fait.
Bon après, je trouve qu'il a pas tort, Trent Barreta. Je trouve qu'il a vraiment pas tort, vu comment c'est vrai qu'il est bon en équipe, hein, il est bon en équipe, mais en solo, on l'exploitait pas encore bien assez. Donc il a fini par cracher toute cette haine de frustration sur Chuck Taylor et sur Orange Cassidy, même si c'est pour se battre avec ses meilleurs amis, notamment dans un match de parking auquel il aurait, entre les guillemets, parce que j'insiste entre les guillemets, mis à la retraite Chuck Taylor, en lui pétant la cheville sur un pare-brise. Ça, c'est un peu une connerie. Je pense que c'est une connerie parce que moi, quand j'entends un truc pareil, je n'y crois pas totalement. Même si c'est dans le cadre de la storyline, hein, c'est dans le cadre de la storyline. Bon, après, s'il a réellement arrêté, c'est que le gars, il ne valait plus rien. Peut-être dans le cercle indépendant, il valait quelque chose quand il était encore en forme, mais vu comment le physique qu'il a, attention, je ne critique pas le physique, hein. Je ne dis pas qu'il a un gros bide, je ne dis pas qu'il est très fin, je ne dis pas qu'il qu'il a du gras, etc. Je ne dis pas ça. C'est juste que il valait plus à rien, quoi. Il valait plus rien. Et du coup, il décide de se tirer de la compétition en laissant Orange Cassidy et Chris Statlanders faire ce qu'ils ont à faire, venger l'amitié, et l'amitié telle sera. Même si Trent Beretta ne veut plus rien savoir à propos de Chuck Taylor, il reproche des tas de choses à Orange Cassidy, comme je l'avais dit, et que dans l'équipe, il se justifie lui-même en disant que c'est toujours été lui le meilleur des trois autres. Parce qu'on va pas se mentir, peut-être qu'il n'a pas tort à un certain point de vue, d'autres qui vont dire ouais, il est comme Chuck Taylor, il a jamais servi à rien de toute façon. Pour être clair, je trouve que Trent Beretta catch quand même mieux que Orange Cassidy et Chuck Taylor. Parce que Orange Cassidy, c'est un peu le type qui est une parodie, qui préfère catcher les mains dans les poches et en prenant pas tout ça au sérieux, que de la connerie de indie. Alors qu'on est dans une grande industrie, certes, qui est encore jeune et qui faut encore qu'elle gagne encore en maturité, mais c'est pas, on va dire, suffisant. Et du coup, ben, Cassidy, je le trouve pas foufou sous le ring. À part quand il met les mains dans les poches et quand il fait des trucs acrobatiques auxquels on est censé pas le faire, ça peut être bien, mais c'est pas ça le catch. C'est pas ça du tout le catch. Et que même si je fais jamais de pronostic, j'aurais préféré que ce soit victoire de Trent Beretta. Pour que ça continue entre Orange Cassidy et Trent. J'aurais bien voulu. Mais non. Mais non. On fait gagner Orange Cassidy. Parce qu'Orange Cassidy, c'est le catcheur préféré de Monsieur Tony Khan. Oui. Le double fois champion international. Alors que il lui sert à rien à propos de ce titre. Le titre lui servirait à quelque chose si ça aurait été un autre, comme par exemple à Roderick Strong, même si je trouve pas un peu logique qu'il perd le titre directement face à allez face à Will Ospreay, mais bon. De toute façon, c'est les choix de Tony Khan, on sait rien faire. Mais dans le match, bon après il s'est passé tellement de trucs, et ça m'a un tout petit peu déçu quand c'est Orange Cassidy qui remporte le match. J'aurais préféré que ce soit Trent, mais non. Une victoire d'Orange Cassidy. Maintenant, est-ce que ça va encore continuer la rivalité? Je n'en ai aucune idée. Faudra voir avec les segments, les prochains segments, les prochaines feuds qu'il pourrait avoir, mais on verra bien. Donc pour l'instant, j'ai pas les mots pour tout décrire. Mais bon. Donc encore un match suivant, mais cette fois-ci pour le titre FTW. Donc un match à 3, donc triple threat. Chris Jericho contre Hook contre Katsuyori Shibata. Dans un match où tout est permis, vu comment quand c'est le titre FTW, donc Fuck the World, on peut faire ce qu'on veut.
Si c'est un match hardcore, on peut faire un match hardcore. Et ça, c'est ce qui est tout dit. Concernant Chris Jericho, vu comment il avait battu Hook pour le titre FTW, pour lui montrer une leçon d'apprentissage, vu comment il se fait appeler celui qui est à l'origine de l'arbre de l'apprentissage, pour, euh, pour des jeunes qui ne veulent rien comprendre, à quel point lui, c'est sans doute l'un des meilleurs lutteurs au monde. Même s'il se vante, hein, il se vante beaucoup. Hein. Il est à but de lui-même, il adore s'inventer des vies, en fait. Bon, après, je reconnais un truc, c'est que Jericho, il peut avoir cette même tête d'esprit, une mentalité de merde, mais quand il s'agit de faire les choses bien, il peut faire les choses bien, même si encore une fois, je trouve pas ça bien ce qu'il avait fait par rapport au petit scandale qu'il avait, et que, euh, et que par rapport à ce qu'il propose, c'est pas, on va dire, le meilleur non plus dans ce qu'il fait. Hein. Peut-être à une époque c'était le meilleur dans ce qu'il faisait, mais maintenant les mentalités changent. Les mentalités changent et les choses changent et les temps changent aussi. Donc dans ce match à 3, on a eu des tas de trucs, que ce soit entre Hook et Shibata et plus Jericho. Ils se sont battus à l'extérieur du ring, comme sur le ring. Ils ont ramené des tables, des objets. Et même Jericho a même rapporté un sac. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est un sac de punaise, un sac de verre, peut-être un sac de Lego, ou je sais pas moi, des, un sac de billes où ça fait un peu casse-gueule. Eh bien finalement, non. C'était des dés de casino. Pas des jetons, hein, vraiment des dés en carré, hein, où il y a des chiffres. Donc, euh, c'est un marais de dés qui est en centre du ring et que si jamais on se le prend dans le dos, ça fait mal, un peu comme les Lego. Les punaises, c'est autre chose, parce que les punaises, logiquement, ça doit faire mal, même si on essaye un peu d'arrondir les pointes et aussi aiguiser les lames comme il se doit. Mais sinon, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, vu comment, si jamais vous essayez de chuter dans les punaises, vous allez avoir par rapport 1000 couteaux, 1000 petits couteaux qui vous arrivent dans la chair. Et c'est pas très joli. C'est vraiment pas très joli, mais dans les dés, ça peut faire mal quand on se reçoit sur le dos, mais ça perce pas. Et heureusement. On a eu des tas de trucs, par exemple les doubles soumissions, comme je pense que Shibata a fait sa figure 4 leg lock sur Jericho, alors que Hook fait sa Hook transmission sur Jericho. Et pourtant, il arrive quand même à s'en défait, que ce soit par rapport à Big Bill qui intervenait dans le match. Mais dans la double soumission, parce qu'en fait, précédemment, il y avait intervention de Big Bill, et quand c'est Hook qui fait un genre de Motherfly Suplex ou de Exploder Suplex à travers la table, il a voulu enchaîner la transmission sur Hook alors que Shibata faisait un figure 4. On a eu un gars masqué qui arrive, qui attaque Hook et Shibata avec une poubelle, et par la suite il se démasque, et il s'agissait de Brian Keefe. Brian Keefe. Le... Comment dire... le chasseur... il se fait appeler chasseur quelque chose, je ne sais plus comment le prononcer, mais c'est Brian Keefe. Qui fait, à mon avis, partie maintenant de la faction de Jericho. Mini-faction. Et du coup, Jericho, malgré la douleur, il arrive à revenir et encaisse assène son Judas Effect, alors que Shibata était dans la poubelle suite à ce Salton auquel elle a subi, et que ça permet à Jericho de remporter le match et de conserver le titre. Donc, victoire de Jericho. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Un membre de plus dans la nouvelle JAS ou dans Inner Circle. À tout moment, le gars il peut se réinventer une équipe, et après, au bout d'un moment donné, ça ferait beaucoup. Comme dirait Mr. V, ça fait beaucoup là, non? Et je pense que ça en fera beaucoup.
bon, je préfère encore passer. Et là, ben, encore un match de championnat, finalement, dans ce PPV, pardonnez-moi, et on n'a que des matchs de championnat. Vraiment que des matchs de championnat. Et pour le match, c'est pour le titre IWGP du monde poids lourd de la New Japan Pro Wrestling, entre Jon Moxley contre Konosuke Takeshita, accompagné par Don Callis. Et la stipulation, si Takeshita avait gagné, il aurait reçu un futur match IWGP. De toute façon, c'est déjà pour le titre. Il aurait obtenu le titre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de marquer? C'est pas logique. Ouais, donc en gros, s'il aurait été champion, il aurait été champion en fait, Takeshita. Ce match-là était brutal. Et ce que j'ai remarqué, c'est que Jon Moxley était atteint au niveau du bras gauche, du bro. Ah, qu'est-ce que... Ah, il faut que je m'hydrate. Il faut que je m'hydrate, excusez-moi. Et après, je repoursuis pour dire clairement. Voilà, je repoursuis. Donc, concernant le match, je disais que Jon Moxley, il était atteint au niveau du bras gauche, vu comment il avait un énorme strap. Donc, ça veut dire qu'il a une faiblesse au niveau du bras gauche. Et que ça peut être un atout dans le match pour affaiblir le bras de Jon Moxley, pour peut-être remporter le titre. Qui sait, ça peut peut-être arriver. Entre-temps, j'ai vu que Jon Moxley, il est devenu champion par équipe de la EW avec Claudio Castagnoli, bien sûr dans le BCC. Donc il a le titre par équipe, plus le titre au Japon. Même s'il y en a qui vont peut-être dire ouais mais c'est un peu n'importe quoi qu'il ait le titre New Japan alors que le titre New Japan ça vient de chez New Japan, pas AEW. Mais bon, il faut que vous compreniez. À la EW, c'est une fédération de marque. Oui. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, il faudra s'y faire. Bon après, je suis pas contre les fédérations. Moi-même, je suis un marque, je regarde différentes fédérations. Même si je reproche un peu la stratégie de Tony Khan qui est pas très bonne, je reproche aussi parce que je suis pas un plus grand fan de ce monsieur, même si je reconnais qu'il est très sympa, je dis pas le contraire. Mais c'est pas un bon businessman, c'est pas quelqu'un qui prend des bonnes décisions à l'amiable. Et concernant le match, je l'ai trouvé plutôt bien aussi. Je l'ai vraiment trouvé bien. Et t'as Konosuke qui commence à s'acharner au niveau du bras gauche. Il va commencer à bosser dessus. Il va lui affaiblir. Il va lui presque lui arracher les bras. Et que Jon Moxley, bien sûr, il est en mode John McClane. Il veut survivre. Malgré la douleur, il veut survivre. Il veut éviter de se faire embrocher par Konosuke Takeshita. Il tente du mieux qu'il peut et que malgré des fois quand il nocelle, c'est vrai que c'est catastrophique quand il nocelle, mais quand il faut sceller, là il peut faire les choses bien. J'ai rien à dire négatif dessus. Bon après il y a quand même quelques défauts auxquels je n'aime pas chez Jon Moxley, mais j'aime bien le type, mais il y a quelques défauts auxquels je n'aime pas chez lui. Mais concernant le résultat, il tente tout ce qu'il peut malgré la douleur. Il tente tous ses prises fétiches, notamment le final, et parce que Konosuke a voulu tenter ses fameuses prises de prédilection pour parvenir à ses fins, mais malchance, Moxley s'en dégage. Et que là, parce qu'on va aller droit à l'essentiel pour ce match-là, Jon Moxley arrive en force, il commence à enchaîner, et par la suite, il enchaîne son anciennement parlé Paradigm Shift, comme anciennement parlé Dirty Deeds, qui est maintenant le Death Rider. Après une énorme clothesline de sa part sur Konosuke. Donc il fait son Paradigm Shift pour la victoire et il conserve son titre. Donc il n'y aura pas de changement de main de titre vu comment c'est Moxley qui est toujours champion. Ou alors si jamais il aurait battu Jon Moxley, il aurait avoir une chance au titre soit à Dynamite ou à Collision. Peu importe. Peu importe s'il était en jeu ou pas, je m'en fiche. Voilà, je m'en fiche. Donc maintenant, il faut que j'aille droit au but parce que ça fait tellement beaucoup. Faut dire, il y en a 12 matchs auxquels j'ai cité. Hein, et je fais qu'il y a un peu tardé l'échéance. Donc il faut que vous m'excusez.
toute façon, si vous adorez les vidéos longues, ce sera fait pour vous. Après, si vous n'aimez pas, je peux comprendre, mais je sais pas faire court tellement qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, match en cage d'acier, entouré de barbelés, pour le titre AEW TNT. Donc, Adam Copeland, anciennement Edge, contre Malakai Black, anciennement Tommy End ou Aleister Black. Et que dans ce match-là, gros bordel. Gros bordel. La rivalité est venue au moment où la House of Black avait attaqué Copeland, notamment Malakai qui lui avait cherché en premier, et que il voulait sortir le côté diabolique de Edge, et finalement il a trouvé ce côté diabolique auquel il cherchait, parce que lors du dernier, je crois que c'était au dernier Collision ou dernier Dynamite, auquel on a eu un segment avec Copeland qui fait une promo, et que par la suite, quand il termine sa phrase, il y a une marée de sang qui tombe du ciel sur la tête de Malakai, et que c'est là où on a peut-être compris que Malakai Black va peut-être finir en sang, ou alors Adam Copeland va finir en sang, mais qu'on va dire que le personnage de Edge, c'est celui dans The Brood. À l'époque, quand il était avec Christian et Gangrel. Et en parlant de ça, ça va venir, hein, ça va venir. Hein. Mais dans son entrée, Copeland, il était en mode The Brood, comme à l'époque à la WWE. Et que cette stipulation peut un peu être sa stipulation de prédilection, hein, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Hein. Donc on a eu de tout, on a eu des objets, on a eu des tables, on a même eu des battants barbelés, on a eu du barbelé seulement. Et d'ailleurs, concernant Malakai Black, je pense que ça lui fait un tout petit peu rappeler à l'époque où il catchait à la WXW en Allemagne, vu comment je pense qu'il a fait pas mal de matchs intenses là-bas. Si je vous dis ça, c'est parce que il y aurait un lutteur allemand auquel j'avais déjà cité sur ma chaîne, un certain Bad Bones John Klinger, qui serait décédé. Les causes de décès, on ne sait pas, mais j'avais appris il y a quelques jours auquel John Klinger serait décédé. Bon, après, c'est triste, hein. C'est quand même triste qu'on apprend cette nouvelle, mais c'est... Je sais pas comment l'expliquer. Et apparemment, il y aurait une rumeur comme quoi ce serait aussi arrivé à Reggie dans OTM, qui serait aussi fait tuer. Je ne sais pas de quoi ça signifie, mais moi j'étais pas au courant de cette information. J'espère qu'on m'a pas donné des mauvaises informations, parce que si jamais je dis ça comme ça au pif sans me renseigner, je devrais avoir honte de dire un truc totalement putaclic. Parce que le sujet putaclic, je déteste en fait. Je déteste de dire des choses putaclic. Surtout quand je parle. Donc pour ça, je préfère pas, on va dire, trop en savoir, parce que j'ai cité celui de John Klinger, auquel, voilà, j'ai vu ça passer parce que ça venait sur le site WXW, et que, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, c'est dommage, ça fait partie des choses de la vie. Mais concernant ce match-là, ça a été très brutal. Les deux ont fini en sang. De toute façon, concernant ce show, il n'y a eu que des bains de sang. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y en a qui ont saigné, il y en a qui n'ont pas saigné du tout, mais ça a fini en bain de sang. Notamment avec du barbelé. On a eu tout, hein, on a eu vraiment de tout. Et au moment où Adam Copeland voulait faire son spot du splash en haut de la cage, parce qu'il était en haut de la cage et il avait attaché Malakai sur une table avec du barbelé, et au moment où il veut faire son splash, j'ai eu peur pour ses jambes. J'ai eu peur pour les jambes de Edge, vu comment il s'élance, et au moment où il s'élance, j'avais l'impression qu'au moment où ses pieds ont touché le sol, j'ai cru qu'il allait se briser la cheville, les genoux, toute la jambe, en faisant le splash. Mais heureusement qu'il va bien, Edge, heureusement qu'il va bien, et que j'ai cru qu'il allait se passer un truc, mais
J'imaginais au pire, hein. J'ai vraiment imaginé au pire. Bon, après, c'était pas terminé entre les deux, hein, parce que au moment où Malakai reprend du poids de la bête, malgré la douleur qui règne dans son corps, il emmène Copeland au niveau de l'entrée de la cage, et quand il fait un ultime kick sur la tête de Copeland, la cage s'ouvre. Donc, bien sûr, quand il est à l'extérieur de la cage, ça ne veut pas dire qu'il gagne le match. Au contraire, il ne gagne pas le match, vu comment le match continue. Alors qu'à la WWE, si jamais on quitte la cage, on remporte le match. Mais là, ce n'est pas le cas. Le match continue et qu'il faut se terminer dans le ring, pas à l'extérieur. Donc, il part le chercher. Il y a Brody King et Buddy Matthews qui sont là. Et au moment où il se retourne contre Malakai, donc j'ai cru qu'il se dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Non, ils vont pas se retourner contre Malakai Black. C'est pas possible. Eh ben, c'était une ruse. C'était une ruse. Vu comment Brody King lance le premier clothesline sur Copeland, tous les trois, ils s'acharnent sur lui. Ils s'acharnent, ils s'acharnent, ils s'acharnent. Et au moment où Malakai prend confiance et, bien sûr, lui offre du barbelé, et ce qui est symbolique avec ce barbelé, c'est qu'ils ont, on va dire, fait comme un genre de cercle en barbelé, et ils l'auraient mis sous la tête de Adam Copeland. Ça vous rappelle rien? Si vous êtes religieux, c'est que ça vous rappelle quelque chose? Une couronne d'épines sur la tête? Et bien là, Adam Copeland, on lui fait une couronne d'épines embarbelée sur la tête, un peu comme un Jésus. Bon, après, c'est pas respectueux envers les religieux. Mais heureusement, ils nous ont pas fait comme à la ECW, où ils ont crucifié le Sandman, comme Raven l'avait fait. Heureusement qu'ils n'avaient pas sorti une croix et qu'ils l'ont pas crucifié. Parce que pour les religieux, ce serait pas respectueux, ce serait très, très, très choquant. Et peut-être qu'ils auraient été au bout. Faut dire, maintenant les fédérations de catch, ils ont pas peur d'aller au-delà de l'incorrect, hein. Ils ont réellement pas peur, mais ça aurait fait polémique. Mais au moment où Malakai allait en terminer avec le coup de grâce, une lumière s'éteigne et que ça part en rouge, et que sous le ring, on voit que ça bouge. On voit vraiment que ça bouge. Et on voit un type sortir du tablier du ring en crachant quelque chose. Et vous allez voir, c'est une substance rouge. Donc ça fait par rapport à le sang. Et le mec en question qui porte des lunettes de soleil, il s'agit ni plus ni moins que de Gangrel. Gangrel vient de faire ses débuts, entre guillemets, officiels à la EW pour aider Adam Copeland. Edge. Oui. Et du coup, il assène des Execution ou alors des Hip Plant DDT sur Buddy Matthews, sur Brody King. Et par la suite, au moment où il savoure l'instant, il se mange un Black Mass de Tommy End, donc de Malakai Black. Et que par la suite, Copeland, il enchaîne avec un Spear. Mais par la suite, je pense que ça a terminé en arrêt de l'arbitre. Donc on va dire que c'est Adam Copeland qui arrive à soumettre Malakai Black en utilisant la couronne en épines de barbelé sous le cou de Malakai Black, qui fait perdre connaissance, et que du coup, il bat Malakai Black. Et ça finit en arrêt de l'arbitre et victoire de Adam Copeland. Donc Edge remporte la victoire. J'espère que ce sera peut-être pas terminé entre Malakai et Copeland, parce que j'aimerais bien voir la revanche partie 2. Je sais pas pour vous, mais moi oui. Moi c'est tout ce que je souhaite. Parce que c'est vrai que c'est un peu... Il y en a qui jugeraient en disant ouais, c'est les anciennes WWE qui battent ceux qui ont été là depuis le départ, ou j'en sais d'autres. Dommage, hein. Mais bon, j'espère que ça continuera. Et assez surpris de voir Gangrel tenir main forte à Copeland.
Et s'il est là, c'est peut-être pas par hasard, hein. Vraiment peut-être pas par hasard. On verra avec les mois, voire les semaines qui passent. Mais bon, j'en ai terminé avec ce match-là. Copeland, toujours champion. Vive le champion. On passe à la suite. Et encore un match féminin, mais cette fois-ci pour le titre de la télévision TBS. Donc entre Mercedes Manet contre Willow Nightingale, accompagné par Stockley, Scotty Hathaway et Krista Landers. Donc la madame CEO qui a fait son premier match à la EW et qu'elle affronte Willow Nightingale pour sa petite vengeance de ce qui s'est passé à New Japan Strong. Donc New Japan basé en Amérique. Donc elle veut avoir sa petite vengeance sur Willow et lui prendre le titre. Dans ce match-là, c'était un peu un combat de chiffonnière entre les deux. Parce que de toute façon, les matchs que j'ai vus, c'était des combats de chiffonniers. Hein. Et que là, c'était aussi du chiffonnière. Et que au moment où Willow Nightingale, la top babyface, parce que dans l'histoire, il y en a qui diront que c'est sûrement Mercedes, la pure babyface, ou d'autres qui diront Willow Nightingale. Mais moi, en vrai, je vois Willow Nightingale en pure babyface et Mercedes moitié face, moitié heel, entre autres une twineuse. Moi, c'est la vision que j'ai d'elle. Vu comment elle a un peu une manière peste à dire des choses de manière cohérente pour se mettre auto en avant. Et que, oui, elle a des bonnes réactions du public, mais on peut se poser des questions. Et je pense qu'elle s'est fait un peu huer par le public. Parce que de toute façon, tantôt elle se fait encourager, tantôt elle se fait un tout petit peu huer. Je comprends pas tout d'un coup, mais bon, je préfère pas trop y penser, vraiment. Même si, encore désolé que cette vidéo dure encore 1 heure, je m'en excuse sincèrement. Mais au moment où Willow Nightingale était prêt à en finir et elle avait la victoire en main, mais il a fallu qu'il y ait intervention de Scotty Hathaway et de Krista Landers pour essayer de distraire l'arbitre. Soit c'est fait exprès, soit c'est pas fait exprès. C'est un peu, on va dire, coûter le match davantage. Et ben, Mercedes s'en dégage et après, elle reprend des forces. Et par la suite, elle en termine avec sa prise qu'elle avait fait à la New Japan Pro Wrestling, donc que ce soit au Japon ou aux États-Unis. Et ben, elle a une prise finish qui s'appelle The Money Maker. Donc elle effectue sa Money Maker pour la victoire, elle qui remporte le titre TBS. Et ben, pour une première fois qu'elle combat, je pensais qu'elle allait perdre directement le match parce que je trouve que c'est peut-être une mauvaise idée de lui donner le titre directement. Et après, on va dire, ouais, ils ont fait ça CM Punk, j'en passe des trucs. Faut arrêter de dire des conneries, arrêter de comparer. Enfin, je dis pour certains qui veulent l'entendre et qu'il y en a qui disent ça, faudrait qu'on arrête de comparer CM Punk à Mercedes Moné. Parce que la seule différence entre Mercedes Moné et CM Punk, c'est que CM Punk, il n'a pas obtenu directement le titre. Pas tout de suite. Ça a pris quelques mois avant qu'il devienne champion. Alors que Mercedes Moné, à peine qu'elle arrive, on lui donne la ceinture directement. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais je pense qu'ils auraient dû attendre. Ils auraient dû attendre. Pour moi, la logique, ça aurait été que Willow remporte le match. Mais après, vu comment elle effectue son premier combat, on lui donne le titre. Ah parce que Tony Khan en a décidé. Et parce que Mercedes veut avoir le titre pour sa vengeance. C'est discutable. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Et que on va dire ouais, c'est encore une fille qui veut encore le titre, qu'on lui donne tout directement.
Maintenant, on est dans une génération auquel les jeunes ne veulent plus attendre, ils veulent qu'on leur donne tout de suite. Que ce soit les jeunes, les adultes, on leur donne tout de suite. Alors que pour moi, il faut faire preuve de patience. Mais là, je sais pas comment vous le dire, hein, je sais pas comment mieux décrire la situation auquel je dis, mais attendons voir ce que ça va donner hein, pour Mercedes Moné. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Bon, après 2 matchs, après c'est terminé, et j'espère, parce que je commence à en avoir un petit peu le souffle coupé, et que je manque un tout petit peu d'hydratation. Il faut que, il faut que j'essaye de tenir le coup. Mais bon, encore un match de championnat, mais cette fois-ci pour le titre du monde de la EW. Swerve Strickland, accompagné par Prince Nana, contre Christian Cage, anciennement Christian, accompagné par Killswitch, anciennement Luchasaurus, accompagné aussi de Nick Wayne et de sa maman, Shayna Wayne. Donc cette petite rivalité date au moment où l'élite s'en était pris à Tony Khan et que l'élite, enfin les EVP, voulaient que Strickland affronte Christian directement. On a eu des segments qui sont assez pas mal selon moi. Le moment où Christian veut faire asseoir son autorité en disant des menaces à Swerve Strickland, en citant même les propres gosses de Swerve Strickland, auxquels ça va pas lui plaire, et auquel on a eu un match entre Swerve et Nick Wayne qui était vraiment pas mal. On a eu un peu du trash talking, et là, vu comment le trash talking a assez duré, maintenant Strickland ne veut plus rigoler à tout ce que Christian lui a, on va dire, entre guillemets, tout dit dans la tronche, qui n'était pas assez plaisant. Même si il voulait un peu prendre la défense, Christian, par rapport à Nick Wayne, vu comment Nick Wayne fait rappeler qu'il se souvenait l'année passée, enfin l'année dernière, il s'avait fait attaquer sauvagement dans le garage de son regretté père, qui était catcheur avant Nick Wayne. Donc il s'entraînait tranquillement dans son garage et il se faisait attaquer par Swerve Strickland qui est arrivé chez lui, qui l'a mis en sang et que il a eu aucun gêne à le faire. Et du coup, quelque part, Christian veut venger entre guillemets son beau-fils, même si c'est pas son beau-fils, vu comment il se fait appeler le patriarcat, donc il dit que c'est son beau-fils pour la gimmick. Et en tout cas, c'est un peu, on va dire, ils essayent de faire un peu ça de manière personnelle. Du fait que c'est très bien amené, moi, je suis pas contre le fait que ce soit pas mal, cette rivalité et cette mini-histoire. Et que à chaque moment dans le match, je pense que Christian a voulu essayer de surprendre Swerve, alors que Swerve a failli déclencher sa rage sur Christian. Il va la déclencher peu à peu, hein. Vraiment pas terriblement, mais un peu à peu. Et les interventions, on n'est pas à l'abri des interventions. Et aussi, on n'est pas à l'abri des ref bumps. Ça peut arriver à tout moment. Je pense qu'on en a eu, hein, parce qu'on a eu intervention de Killswitch, intervention de Nick Wayne, même Mother Wayne, donc Shayna Wayne, c'est un tout petit peu mêlé. On a eu Prince Nana qui essaie de dénoncer les agissements de la famille Wayne, quoi. Enfin, quand je dis la famille Wayne, j'ai l'impression d'entendre la famille de Bruce Wayne dans Batman, quoi. Oh là là, faut pas que je m'embrouille avec ça, quoi. Mais je sais que l'arbitre, un premier temps, enfin, un premier ou deuxième temps, dit à Killswitch et à Shayna Wayne de retourner au vestiaire, et c'est pareil pour Nick Wayne, mais ça n'empêche pas Nick Wayne de faire des saloperies au passage à Swerve, comme l'attaquer par derrière avec une chaise, en faisant une prise auquel on devrait pas faire devant les yeux de l'arbitre, sinon c'est disqualification, et ce serait pas marrant. Et que Christian, à tout moment, il pensait avoir la victoire au bout des doigts, mais il se trompait. Il se trompait, vu comment Swerve est un
est un résistant. Je crois qu'il y a eu un peu coup double entre Christian et Killswitch et Nick Wayne, parce que c'est Swerve qui anticipe les tentatives de plan démoniaque machiavélique de Christian. Il les jette contre sa entre guillemets famille. Il enchaîne avec sa prise auquel il écrase le visage de son adversaire. Il tente son swerve kick et sa double stomp de la troisième corde sur Christian Cage. Je crois que c'est ça. Hein. Soit c'est le kick auquel il l'envoie derrière la tête, ou alors le swerve stomp. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est victoire de Swerve Strickland, qui conserve son titre et qu'il fait rappeler à tout le monde que la AEW, c'est la maison de Swerve. Voilà, tout simplement. Donc, victoire de Swerve. Et maintenant, j'espère que ça va encore continuer pour lui. Je l'espère. Pardonnez-moi, excusez-moi. J'ai un tout petit peu pété au passage, donc je m'en excuse. Donc, le main event, cette fois-ci, c'est le main event. Anarchy dans l'arène, donc un match Anarchy, auquel on a l'élite, ou les EVP Elite, Kazuchika Okada, Jack Perry et The EVP, les Young Bucks, Matthew Jackson, Nicolas Jackson, contre l'équipe AEW, donc The Team AEW, composé de The American Dragon, Bryan Danielson, Darby Allin et FTR, Cash Wheeler et Daxter Woods. Gros bordel, ce match-là c'est un gros bordel, et si ce match-là est présent sous la carte du main event, j'aurais préféré que ce soit le titre du monde de la AEW qui soit sur le main event, et pas Anarchy The Arena. Bon, après, s'ils l'ont mis, c'est parce que ils veulent, entre autres, mettre l'avenir de la AEW soit dans un avenir radieux ou en danger. Et ce match-là, c'était Kenny Omega qui l'avait, entre autres, mis en plan, mis en concept pour faire prendre conscience aux Young Bucks, ce qu'ils font c'est mal, ils sont en train de mettre en péril la AEW, ils ont manqué de respect à Tony Khan, ils ont manqué aux autres catcheurs, donc ils n'apprécient plus de voir ses anciens amis faire ce qu'ils font entre guillemets le mieux pour eux, et pour ça, pour cette injustice, il a appelé les FTR et surtout Bryan Danielson, et il manquait un partenaire, vu comment Eddie Kingston s'était blessé au niveau du genou de la part des Bucks et de Jack Perry et de Okada. Eh ben, ils ont trouvé un remplaçant que lui-même est blessé, qui est cassé de partout et qu'il n'est même pas en mesure de combattre. Darby Allin. Oui, Darby Allin. Le mec qui frôle la mort, le mec qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui se drogue pas, mais qui a une manière d'inspi un peu similaire à la manière de Jeff Hardy, qui s'ajoute au match et que il veut prouver que malgré la douleur qui règne dans son corps, ça les empêche pas de botter le cul de l'élite. Et que à peine que ça démarrait, que ça a commencé des bastons, que des bastos partout, hein. Dans l'arène, dans le ring, bref, on a du mal à suivre, j'ai vraiment du mal à suivre. Et que par le moment, je pense qu'ils sont même allés au vestiaire, et que je crois que c'est Jack Perry qui s'est emparé de Tony Khan, qu'il a commencé, je pense, à agresser Tony Khan, vu comment miraculeusement Tony Khan est inclus dans l'histoire, vu comment lui aussi s'est fait battu par l'élite. Et pourtant, c'est pas un catcheur, mais il se fait quand même, il se prend des roustes de la part de l'élite. Alors que tu as Darby Allin qui a un lance-flamme. Il a un lance-flamme pour cramer qui que ce soit d'autre. Il attend celui auquel il veut cramer quelqu'un. Alors que Jack Perry avait pris Tony Khan, eh ben il se fait brûler par Darby Allin. Donc il se fait brûler par les pieds. Et du coup, ben, il a peur d'être carbonisé. Les Bucks ont utilisé des extincteurs pour éteindre le feu et aussi pour éteindre Darby Allin au passage.
Donc oui, maintenant c'est légal. On peut prendre un lance-flamme du fait qu'il n'y a pas de mort ni de blessés. Ça passe au calme. Sauf que c'est un peu dangereux d'utiliser un lance-flamme sur des lutteurs. Mais bon, après, c'est un peu de la conscience, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai pas les mots pour vous décrire tout ça. J'ai vraiment pas les mots. Il s'est passé tellement de trucs, tellement de trucs, tellement de trucs. Et à un moment, tu vas voir Darby Allin. Enfin, vous allez voir à un moment, Darby Allin, eh bien, il va être suspendu par les pieds et il va se prendre des super kicks de la part des deux zigotos. Donc, quand je parle des deux zigotos, je parle de Mathieu et Nicolas Jackson. Donc oui, ils l'ont suspendu par les pieds comme un carcasse de viande. On lui enchaîne des super kicks jusqu'à ce qu'il s'évanouisse et qu'il peut rien faire. Et tellement qu'il est suspendu à hauteur que maintenant, ben, il est plus aucune utilité, vu comment on peut compter sur les FTR et Danielson. Mais après, ça va un peu chauffer pour eux, vraiment chauffer pour eux. Je sais pas c'est qui va prendre le pin, mais je pense que c'est un des membres de FTR. Et ce que j'ai vu, c'est que les Young Bucks, ils ont fait des échanges de ils ont retiré leurs chaussures pour échanger contre les chaussures où il y a des punaises dans la pointe des chaussures. Donc oui, vous n'avez pas rêvé, des punaises dans des chaussures, auxquelles ça leur permet de faire un super kick et on se mange des punaises dans la tronche ou dans le corps. C'est un peu n'importe quoi, hein. Je vous le dis, c'est vraiment n'importe quoi. C'est un gros bordel. On a eu des mecs en sang par rapport au match en cage. Et maintenant, on a eu un type qui a fini en feu. Que demandait le peuple? Que demandait le mieux? Je pense que c'est Jack Perry qui va effectuer le tombé sur Cash Wheeler ou Daxter Woods ou même Bryan Danielson. Alors on va dire ça, Bryan Danielson, et c'est lui qui remporte le match avec son équipe. Donc victoire de The EVP Elite. Et je pense que c'est loin d'être terminé entre l'élite et les catcheurs recommandés par Kenny Omega. Vu comment il le dit, même si les Young Bucks veulent avoir le pouvoir sur la EW, ils n'ont pas entièrement le pouvoir pour faire virer Kenny Omega de son poste. Et encore moins de Tony Khan. Ça peut être intéressant si Tony Khan jouerait ben, le rôle d'un patron auquel ils savent qu'ils veulent me marcher sur les pieds, mais je vais tout faire pour qu'ils ne marchent pas sur les pieds, même si je dois la jouer cool. C'est moi qui dirige cet endroit, c'est pas eux. Même si je doute que dans la vraie vie c'est exactement comme ça. Mais je pense que ça va être loin d'être terminé. Mais concernant ce match-là, c'est terminé pour le moment. Et pour ce pay-per-view, c'est terminé. Donc oui, je sais, encore une review très longue par rapport au show que je prédis. Faut dire, j'ai pas été très on va dire très très courte à ce sujet. Je sais que ça a été long. Mais bon, si vous adorez les concepts longs, je m'en excuse. Et il faut le comprendre, c'est qu'il y a tellement de choses à dire, parce que ce show a été tellement long, auquel je devais que dire ce que je devais dire. C'est ça l'essentiel du truc. Mais bon, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce Double or Nothing, mais j'ai trouvé que il était plutôt, on va dire, bien. Que par rapport à King et Queen of the Ring. Je vais dire ça honnêtement. Même si à King et Queen of the Ring, il y a eu des bons matchs, hein, je ne dis pas le contraire, il y a eu des bons matchs, mais Double or Nothing, c'était énorme. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà, je sais pas faire, je sais pas faire celui qui adore des tas de trucs, vu comment j'adore les deux promotions. De toute façon, je peux dire les 3, 4 promotions, ce que vous voulez. Et bon, je n'ai plus rien en stock, j'ai vraiment vidé mon sac comme je le pouvais, et maintenant il faut que je m'arrête ici, donc je pense que je m'arrête directement ici. Donc voilà, c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos.
J'ai failli m'y perdre, mais bon, c'était à ça. Donc moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. À plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.